Bonjour Pascal Vandenberg. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation, grand plaisir. Merci à vous, c'est original. En tout cas, c'est assez rare d'avoir ce genre d'interview sous cette forme et je trouve ça plutôt sympathique de sortir du cadre habituel. J'ai vu qu'on vous avait affublé du surnom de l'ogre. Oui, c'est une caricature, ça n'a pas trop de sens, quoi. Simplement parce que Payot est une entreprise qui est quelque peu dominante, on va dire, dans le marché du livre en Suisse, et puis peut-être parce que j'ai une grande gueule. Mais... ouais, je trouve que ça correspond pas trop, je crois. J'ai préféré une fois un article qui était titré « Le dernier des Mohicans ». C'était plus flatteur, vous voyez. Pour autant, je vais rester sur l'ogre et nous ramener à la table. Ouais. Est-ce que vous avez ce côté un peu gargantuesque, un peu ce côté pantagruélique, ce côté maintenant, pour héros rablaisien? Ouais, j'aime bien, mais je fais attention parce qu'après, la digestion, c'est un peu compliqué. Donc le midi, je mange relativement léger, je bois jamais de vin le midi. Non, j'adore faire à manger, pour les autres surtout d'abord. C'est-à-dire que quand j'ai des invités à la maison, c'est moi qui fais les courses, c'est moi qui fais à manger. J'adore préparer. Je trouve que c'est une manière de dire aux gens qu'on les aime, de leur préparer à manger. Et donc j'aime bien ça. Après, oui, j'aime bien manger, j'aime bien boire, mais c'est vrai que après, la nuit est parfois difficile. Voilà. Donc j'essaie de faire attention quand même. Il y a eu une éducation culinaire qui a été formalisée en tant que telle dans la famille? Non, ma mère était mère au foyer et puis elle cuisinait. Ma mère était alsacienne, donc elle faisait des plats plutôt revigorants, d'hiver, enfin ce genre de choses. Qui tiennent au corps? Elle avait par exemple pas une culture du poisson, parce que c'est des régions où à l'époque, avec la chaîne du froid qui n'existait que peu, il y avait quelques poissons de rivière et tout, mais les poissons de mer, c'est quelque chose que j'ai découvert beaucoup plus tard. Donc c'était plutôt viande, légumes, mais des plats à l'alsacienne aussi, choucroute, enfin ce genre de choses. Est-ce que les métiers de libraire et d'édition se font aussi à table par moment? Alors à Paris, dans l'édition, les choses se font beaucoup à table. Ici, beaucoup moins. Puis bon, c'est vrai que moi, j'ai depuis quelques années décidé de... Je mange plus le midi quand je suis seul et je refuse un maximum les déjeuners parce que si on peut se voir en dehors des déjeuners, on gagne du temps. Et puis j'essaie d'être plus allégé. Les grands dîners d'affaires qui existaient il y a 15-20 ans, c'est fini, quoi. 3 heures à table avec un client ou je sais pas, un fournisseur ou autre. C'est fini ça. Mais moi, je regrette pas ce temps-là. Non, on perdait beaucoup de temps. Alors allons-y. Oui. Donc on fait un doublé parmentier de canard confit et puis on va rester à l'eau. Il y a une différence fondamentale entre le milieu parisien de l'édition et le milieu genevois de l'édition? Le milieu genevois de l'édition, je le fréquente pas vraiment. En tout cas, je travaillais dans l'édition à Paris, donc j'étais vraiment dedans. Là, c'est périphérique, je côtoie certains éditeurs, mais je suis pas vraiment dans le milieu de l'édition, la librairie étant un autre maillon de la chaîne, on va dire. Je les fréquente peu. Bon, moi, je dirige maintenant une entreprise, je suis moins en contact qu'avant des livres. Ça m'a posé un problème à une époque, d'ailleurs, parce que ça me posait un problème de conscience, en fait. Vous savez, peut-être, je suis autodidacte et j'ai tout appris par les livres. Et pendant des années, j'ai considéré que j'avais une dette envers le livre, que je remboursais en travaillant dans le livre, que ce soit dans l'édition ou dans la librairie. Puis il y a quelques années, je me suis dit, bon, il faut que tu arrêtes avec ça et tu as remboursé ta dette. Et il a fallu à un moment donné que j'accepte l'idée que je suis un petit peu plus loin du monde des livres. J'ai des gens pour ça, je dirais. Tous les responsables de librairie chez Payot sont d'abord des libraires, pas des gestionnaires. Voilà, et puis il y a les libraires sur le terrain, et c'est vraiment eux qui sont au contact du livre et des éditeurs, beaucoup plus que moi, qui m'occupent de choses un petit peu plus stratosphériques, quoi, les relations avec les diffuseurs français, ce genre de choses. Mais là, on n'est pas vraiment dans le livre, on est plutôt dans des discussions de business, quoi, en quelque sorte. Aujourd'hui, vous n'êtes plus un boulimique de lecture? Si, ça n'a rien à voir, je continue au contraire, avec une grande liberté de lecture, justement, puisque je ne suis plus soumis à ce que j'appelle la tyrannie de la nouveauté, contrairement aux équipes en magasin qui sont obligées de se tenir informées, de lire un certain nombre de nouveautés, moi pas. Je partage mon temps entre la fiction, mais en général pas de la nouveauté, et puis des livres d'histoire, des livres de philo, des livres d'économie, qui là peuvent être aussi des nouveautés ou des choses plus anciennes. Je suis plus contraint de me tenir informé comme avant, en superficie, on va dire, mais pas en profondeur, puisque j'ai des gens qui s'occupent très bien de ça. Vous avez souvenir du premier livre qui a suscité l'étincelle pour la lecture? Il y en a eu 2 ou 3, mais je suis pas né dans un milieu de livres. Quand j'étais gamin, il n'y avait pas de livres à la maison, très peu. Mes parents étaient abonnés, comme beaucoup de gens à l'époque, à Sélection du Reader's Digest, voilà. Je me suis intéressé aux livres plus tardivement, on va dire. Mais c'est vrai que les premiers livres que j'ai lus et qui m'ont marqué ont influencé mes lectures suivantes et ont tout de suite été dans un de mes domaines de prédilection. Le tout premier livre qui m'est marqué, c'est un livre qui n'existe plus, d'un historien américain qui était un livre sur la Seconde Guerre mondiale. Et puis le deuxième livre qui m'a marqué, et qui est quand même un petit peu en rapport avec ça, c'était un livre de Wilhelm Reich qui s'appelle Psychologie de masse du fascisme. Voilà, où il étudiait finalement comment fonctionnent ces mouvements de masse à travers
un prisme de psychologie en fait. Et voilà. Et puis c'est vrai que je me suis beaucoup intéressé à ces phénomènes, que ce soit le stalinisme ou le nazisme, à ces phénomènes de masse de totalitarisme qui ont évidemment fortement marqué le XXe siècle, quoi. Mais je lis des choses plus drôles aussi. Hein. Ça m'arrive. Mais j'ai toujours eu un rapport à la lecture qui a été assez utilitaire en fait. Je lis très peu de livres juste pour me détendre, vous voyez. J'ai un peu l'impression de perdre mon temps. C'est très personnel, hein. C'est lié à mon histoire, c'est lié au fait que le livre m'a construit et que j'ai toujours considéré qu'il doit apporter quelque chose. S'il apporte un sourire, il apporte aussi quelque chose, c'est vrai. Finalement, le livre, vous y êtes arrivé assez tardivement, parce que vous aviez eu des petits boulots, des métiers assez manuels. Non, en fait, je suis arrivé au livre quand j'ai décidé de quitter la route principale, c'est-à-dire quand j'ai décidé de quitter l'école, à 16 ans, et où je me suis promis à moi-même que c'est pas parce que je prenais pas le chemin habituel des études que je devais rester idiot et inculte toute ma vie. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à lire de manière boulimique pour compenser en quelque sorte. Alors en autodidacte, donc, c'est-à-dire c'est pas construit comme dans un modèle universitaire, hein, mais j'ai lu de manière effectivement boulimique à partir de l'âge de 16 ans. Les classiques, la littérature, mais je me suis intéressé aussi déjà à la philo, déjà à l'histoire, enfin voilà. Mais je lisais vraiment beaucoup, même si j'avais des boulots physiques qui avaient l'avantage de me laisser l'esprit libre et reposer le soir. Le corps était fatigué, mais la tête pas. Mais qu'est-ce qui a fait la passerelle entre je suis un lecteur boulimique et ça va devenir ma profession ? Ah non, j'ai jamais pensé ça, c'est fait totalement par hasard. En 83, j'ai travaillé en Allemagne dans une usine, sur une chaîne de montage, et puis il y a eu à l'époque un retournement économique qui fait que cette entreprise a dû licencier un tiers de son personnel. J'étais un des derniers arrivés, j'étais sans famille, sans enfants, j'ai très logiquement fait partie de la première charrette. Je suis rentré dans ma ville qui était mon port d'attache à l'époque, qui était Metz en Lorraine, et puis je savais vraiment pas ce que j'allais faire, j'avais 23 ans. Puis mon plus vieux copain me dit j'ai vu qu'à la FNAC, ils recrutaient un disquaire et un libraire. Je dis mais je suis pas libraire. Alors je me suis présenté là... Et puis, par chance, la personne qui m'a reçu, qui était la responsable de la librairie, m'a engagé. Quand elle est partie 1 an et demi après, parce qu'elle a été mutée à Strasbourg, je lui ai dit, mais pourquoi vous m'avez engagé ? J'ai pas le CV qui va avec, j'ai pas la formation, j'ai pas... Elle me dit, je sais pas, j'ai trouvé que vous aviez quelque chose de vivant et qui m'intéressait. C'était ma personnalité qui l'intéressait, qui prenait le pas sur un parcours plus académique ou plus classique. Et puis, voilà, j'ai jamais eu de plan de carrière. Chaque étape s'est faite à la suite. J'ai jamais dit, quand je serai grand, je serai pas tant de paillot, quoi. Jamais. Vous disiez pas de plan de carrière, quelques certitudes tout de même quand vous décidez de quitter l'école tôt. Le foyer familial également, me semble-t-il, assez tôt. Oui. C'était des certitudes, ça ? Non, il n'y avait pas de certitude. C'était plus une réaction. C'était pas pensé, c'était plus senti. C'est-à-dire que j'avais un sentiment d'étouffement. D'asphyxie ? Oui, d'asphyxie. Donc quand vous êtes en situation d'asphyxie, vous réfléchissez pas, vous cherchez de l'air. Et j'ose vous demander pourquoi l'asphyxie ? L'endroit où j'habitais, le milieu dans lequel je vivais était insatisfaisant par rapport à mon besoin, à mon aspiration à une vie, en quelque sorte. Peut-être symboliquement, j'habitais dans une petite ville de 5000 habitants, entourée par des collines. Il n'y avait aucun horizon, voilà. Et je trouve que c'est un peu une image pour dire là, j'avais aucun horizon dégagé. Je ne voyais pas ce qui se passait derrière la colline. Et c'est vrai qu'étant gamin, à 10 ans, 12 ans, j'ai commencé à me dire mon Dieu, mais j'espère que le monde derrière ces collines, il y a autre chose que ce que je vois ici, quoi. Où je m'ennuyais profondément. J'ai pas eu une enfance malheureuse. J'ai pas été un enfant malheureux. Mes parents n'étaient pas méchants. Ça se passait bien. Enfin, c'était une famille normale, je dirais. Pour l'époque, on mangeait tous les jours. Enfin, c'était pas du tout la misère ni la souffrance. Juste, je m'ennuyais profondément. Et j'étais curieux de la vie et j'arrivais pas à me nourrir, si vous voulez. Donc, il a fallu que je quitte. D'ailleurs, j'ai fait ma première fugue à 12 ans. C'est tôt, hein. Je suis parti 1 mois. À 12 ans. Voilà. Vous imaginez aujourd'hui ? Bon, alors évidemment, il y a très très longtemps de ça. Je pense qu'un gamin était peut-être moins en danger qu'aujourd'hui. Enfin, j'en sais rien. Mais il m'est rien arrivé de grave dans cette période-là. Mais... Vous êtes parti loin ? Ouais, quand même. Ouais. J'ai été à Paris, j'ai été dans l'Ariège, j'ai pas mal bougé, et puis voilà. Mais c'était pas réfléchi. C'était une nécessité, c'était une pulsion. Puis après, évidemment, après on grandit, on prend de la maturité. Mais il y a toujours eu pour moi un équilibre entre le côté intuitif et le côté raison. Et quand le gamin que vous étiez dit à ses parents « je vais chercher un autre horizon », quelle est la réaction ? Écoutez, pour mon père, c'était plutôt un soulagement que je m'en aille, je crois.
Vous savez, quand vous avez 8 ou 10 ans, puis que vous entendez votre père dire devant des gens, ma femme voulait 6 enfants, moi j'en voulais pas, on en a eu 2, c'est un juste milieu, mais c'est déjà un peu trop. Vous vous dites, bon, je suis pas forcément le bienvenu. Donc voilà, la chambre que j'habitais, dans le mois où j'ai quitté, il en a fait un petit salon, et quand je venais chez mes parents, je dormais dans le canapé, dès les années qu'on suivit, vous voyez. Mais ça m'a pas touché, je me sentais pas concerné par ça, mais il n'y a pas eu d'arrachement, je suis pas un déraciné, je suis un enraciné plutôt. Je me sens pas non plus d'un pays, d'une ville, je suis de là où je suis. Actuellement. Je comprends les gens qui ont des racines, je comprends des gens qui ont une histoire, une famille, des lieux d'enfance, des lieux de mémoire, des choses. Moi, j'en ai pas et ça m'a jamais posé de problème. Des racines, vous en êtes construit, du coup ? Je les emmène avec moi, donc c'est pas des racines. Voilà. J'ai beaucoup bougé, j'ai beaucoup déménagé. Quand je me suis installé à Neuchâtel il y a 11 ans, j'ai calculé qu'en 20 ans, j'avais déménagé 15 fois. Donc, et puis c'était parfois des déménagements avec plusieurs centaines de kilomètres. Donc vous quittez vos amis, vous quittez des relations que vous vous êtes construites, puis vous en bâtissez d'autres. Voilà. Mais je suis assez autonome. C'est une forme de liberté. Alors bon appétit. Merci, pareillement. Les livres de recettes, c'est votre rayon aussi ou... Oh, j'ai un livre de recettes de base en fait. Et puis après, je pioche à droite à gauche dans les magazines 2-3 recettes. Que je change au fil du temps, j'ai des périodes ceci, des périodes cela. Ouais, vous êtes dans la période quoi là ? En ce moment je fais pas beaucoup parce que je suis en train de déménager, du coup j'organise peu de choses chez moi. Puis après je m'adapte à la saison, voilà. J'ai un pot-au-feu qui plaît beaucoup, figurez-vous, pour l'hiver. Vous êtes attentif aux produits de saison, produits locaux ? Quand j'ai envie de faire des noix de Saint-Jacques, j'ai du mal à en trouver qui viennent du lac, vous voyez. Produits locaux aussi, effectivement, ça correspond à ce que je veux faire à manger, mais si j'ai envie de faire, un carpaccio de noix de Saint-Jacques au citron vert... L'envie de prendre dessus. Ni le citron vert, ni les noix de Saint-Jacques viennent du lac. Hein. La notion de produits locaux, elle est importante, mais pas uniquement dans l'alimentation. Aujourd'hui, alors peut-être c'est moins vrai avec la grippe qui frappe la Chine, mais... Quand on sait qu'aujourd'hui, à peu près 100 000 colis par jour sont livrés en Suisse dans les boîtes aux lettres venant d'Alibaba, on se dit que tous ceux qui défendent les notions de climat et autres, c'est à ça qu'ils devraient s'attaquer, clairement. C'est-à-dire qu'il faudrait quand même s'attaquer à une remise en question de la notion de commerce mondial aujourd'hui et de mondialisation, si on veut régler le problème de cette planète. Mais ça, personne ne veut en parler, évidemment, parce que les enjeux sont importants. On peut recevoir une Greta Thunberg à Davos et puis faire le joli. Mais remettre en question ce qui fait aujourd'hui le commerce mondial, et je pense que le vrai sujet, il est là. Un des vrais sujets, en tout cas, est là. Les questions sont posées, mais je ne suis pas sûr qu'on pose des bonnes questions aujourd'hui pour régler ce problème. La notion de croissance, la notion de décroissance. J'organise des petites réunions aussi avec certaines équipes en leur disant, chez moi, chez Payot, en leur disant, voilà, j'ai pas d'ordre du jour, je viens pas vous vendre quoi que ce soit, j'ai envie que vous me posiez des questions, puis qu'on ait une discussion ouverte. Et puis, il y a 2 ans comme ça, il y a une libraire qui me dit, qu'est-ce que vous pensez de la décroissance ? Alors je lui ai répondu, qu'est-ce que vous pensez si je vous baissais votre salaire ? Parce que c'est ça le problème, décroissance. J'ai lu, en plus je me suis intéressé à ces questions il y a bien longtemps. La question elle est, moi je suis pour une croissance raisonnable et raisonnée, nécessaire donc, mais je pense que la notion de décroissance elle est utopique et au sens où elle est négative quelque part pour la population et qu'il faut plutôt raisonner sur des choses raisonnables plutôt que sur de la décroissance. Quand vous arrivez dans vos équipes, on vous regarde comment ? On vous dit franc, direct, parfois irascible ? Comme eux me perçoivent ? Ouais. Ah je sais pas, faut leur demander. Vous avez une idée, non ? Non, je crois pas, parce que d'abord, je pense qu'il y a différentes manières de me percevoir. Il y a des gens qui étaient là avant que j'arrive, il y a des gens qui sont là depuis peu de temps. C'est pas moi qui peux vous répondre à cette question. Il faudrait leur poser la question, d'ailleurs, rien n'empêche de le faire. Moi, ce qui m'amuse actuellement, c'est que dans ces réunions d'équipe, plusieurs équipes... Donc je viens d'avoir 60 ans, beaucoup me disent, mais avec de l'inquiétude du genre, et comment ça va se passer pour vous ? Ils sont plutôt en train de me dire, on n'a pas envie que vous partiez trop vite, quoi. Alors je trouve que c'est une forme déjà de reconnaissance assez positive, on va dire. Ils sont pas en train de se dire, pourvu qu'il dégage vite ce vieux con. Vous êtes fixé une échéance, vous ? Il y a 2 choses en fait, il y a l'échéance de départ, et puis il y a la notion de risque avant. Le risque dans une entreprise comme celle-là, qui est de taille moyenne,
En dehors de l'âge à la retraite, il peut m'arriver quelque chose. Ça tombe comme des mouches autour de moi, entre les AVC, les cancers et tout. Et donc je dois intégrer ce risque-là pour l'entreprise, en faisant en sorte qu'il y ait dans la maison quelqu'un qui, à un moment donné, si jamais il m'arrive quelque chose qui m'empêche de poursuivre la direction, soit dans les starting blocks, soit prêt, peut-être pas totalement sorti du four, mais en tout cas, soit prévu pour. Et là, c'est le cas aujourd'hui ? Alors, je vais le faire cette année. À partir de la rentrée, il y aura quelqu'un dont... Après, on verra si ça le fait ou pas, hein, mais qui aura vocation à me succéder au fil du temps et à reprendre de manière écologique, je dirais, les choses de manière assez... Vous savez, moi, je suis arrivé chez Payon en 2004. Du jour au lendemain, mon prédécesseur est parti. Je me suis retrouvé... comme un couillon tout seul, quoi, et sans avoir j'ai la chance de pouvoir faire différemment puisque je suis actionnaire majoritaire de l'entreprise. Donc, de toute façon, je resterai présente si je suis pas mort. Déjà, la passation opérationnelle peut se faire en douceur, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Vous n'avez pas imaginé une transmission familiale ? Non, d'abord parce que j'ai personne qui, dans ma famille, aurait pu se porter candidat. Et puis, de ce que j'observe dans ma relativement longue carrière aujourd'hui, et quel que soit le domaine, c'est que l'héritage de l'entreprise ou la transmission de l'entreprise du père au fils est souvent une catastrophe. Voilà. Alors si elle paraît légitime sur le papier en termes de transmission d'ADN, on va dire, les compétences et les qualités ne sont pas transmissibles par l'ADN et que beaucoup d'entreprises se retrouvent avec un mauvais patron simplement parce que c'est le fils de papa. Alors des fois ça marche, des fois ça marche pas. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut questionner. Donc en ce qui me concerne pas, non. Non, donc oui, effectivement, j'y pense et je dois l'anticiper et faire en sorte que ça se passe le mieux possible et surtout en douceur. Est-ce que vous avez des moments propices, plus que d'autres, pour lire ? Je lis beaucoup dans le train, je fais énormément de train, je prends le moins possible la voiture, sauf quand j'ai vraiment besoin, parce que je rentre tard, parce que j'ai un déplacement un peu compliqué, nos librairies sont en centre-ville. Et je m'interdis de travailler. Je regarde mes mails juste sur mon téléphone, mais j'ai jamais d'ordinateur avec moi, de dossier avec moi dans le train. Je réserve ce temps-là à la lecture. Ce qui fait que ça peut faire des fois 1 heure ou 2 dans la journée, ce qui est toujours ça de prix, sachant que le soir, je suis vite HS, quoi. Je suis assez fatigué et j'ai pas forcément la capacité de me concentrer pour lire un truc un peu pointu. À 11h du soir, j'ai le cerveau qui dit stop. Bon, je me lève tôt le matin aussi. Hein. C'est quelle heure tôt le matin ? 5. Pourquoi si tôt ? Pour être tôt au bureau, parce que j'aime bien ce moment-là pour travailler. Quand j'étais jeune, je disais, il y a des gens du matin et des gens du soir, et moi j'étais du matin et du soir. Avec l'âge, il faut choisir. On n'a plus la même énergie. Et puis au fil du temps, c'est construit plutôt un modèle dans lequel je suis plutôt du matin. Et si j'ai une soirée le lundi qui se termine tard, professionnelle j'entends, hein, parce que sinon je ne fais jamais de soirée privée en dehors des week-ends. Mais si j'ai par exemple à Genève, je sais pas, une soirée... avec un dîner en plus et que ça se termine à minuit, 1h du matin, je me le traîne toute la semaine, quoi. Enfin, donc il y a une forme malgré tout d'hygiène de vie, on dirait pas comme ça, qui s'instaure par nécessité, parce que sinon je suis plus en état. Je dois quand même prendre des décisions, je dois quand même être à l'affût et si la fatigue est trop présente, ça devient un handicap, quoi. On s'endort au volant de la boîte, quoi. Vous disiez hygiène de vie, le sport, c'est pas dans vos pratiques ? Ah non, moi je suis un Churchillien, je suis no sport. Moi. Il y a des gens qui me disent « Oh, mais pourquoi tu fais pas du sport ?» Je leur réponds « Ah, mais pourquoi tu lis pas des livres, enfin ?» Aussi bien professionnellement que personnellement, vous êtes un homme d'équipe ou un homme plus solitaire ? Les deux. Je suis quelqu'un de très solitaire, très autonome, très indépendant. Mais en même temps, je travaille en équipe. Après, peut-être je poserai la question d'une autre façon en disant « Voilà, j'ai un tel difficile rapport avec l'autorité que le seul moyen de le régler, c'est d'être le patron. » Vous voyez ? C'est comme ça, j'ai toujours conflictuel avec l'autorité. Je sais pas, ça a toujours été comme ça. Ça veut pas dire que je suis autoritaire et dictatorial, c'est pas ça que je veux dire. Enfin, je crois pas l'être en tout cas. Et le dernier qui l'a dit d'ailleurs, il s'échauffe au grenier. Il habitait en face du cimetière, maintenant il habite en face de chez lui. Mais c'est vrai que voilà, j'aime bien avoir la main, avoir de l'autonomie dans ma décision. Je me méfie aussi du collectif. On parle beaucoup d'intelligence collective. En même temps, mettez 10 mecs intelligents ensemble, c'est vite une bande de veaux. Hein. On travaille en équipe, etc. Mais il y a un moment donné, quand il faut prendre une décision, je n'hésite pas à la prendre contre l'avis de tous. Même si, de toute façon, j'ai le droit de le faire en tant que patron. J'essaye évidemment d'arriver à quelque chose qui soit unanimement accepté, si possible. Mais parfois, je vois au comité de direction, il a pu arriver qu'on est 6. Hein. Au comité de direction, il y a 3 hommes, 3 femmes.
Donc il y a des sensibilités différentes, il y a différentes générations. Parfois sur certains sujets, voilà, ils sont tous unanimement d'un avis, et moi je suis d'un avis différent. Parfois j'ai la faiblesse de les laisser faire, et parfois non. Parfois je dis non, tant pis. Voilà, c'est ma décision qui prime, et ça c'est aussi le rôle d'un patron de savoir trancher, prendre compte les points. Et des fois je laisse faire volontairement quelque chose, je leur dis, je suis pas d'accord, je pense que c'est une connerie, mais je vous laisse faire. Ça dépend de l'enjeu et du risque évidemment. Quand il se trouve que j'ai eu raison, que c'était pas une bonne idée, après ça me crédibilise beaucoup plus la fois d'après quand je dis non, vous comprenez ? Il faut laisser les gens faire des erreurs. Il ne faut pas que ce soit des erreurs qui mettent en péril la boîte, c'est clair. Mais il y a des erreurs qui ne sont pas dramatiques. Et je pense qu'il est vraiment important de les laisser faire. En leur disant, je crois que ce n'est pas une bonne idée, mais je te laisse faire. Et j'essaie de leur enseigner ça. Je disais, ouais, vous avez une idée qui paraît bonne a priori. Effectivement, elle a 2 ou 3 impacts positifs. Mais vous n'avez pas pris le temps par rapport à la compréhension des risques en termes d'effets contre-productifs ou d'effets de bord ou de dégâts collatéraux. C'est très difficile de revenir en arrière. C'est comme sur l'image. C'est très long de construire une image positive. Mais ça peut être détruit en 5 minutes. On le voit, hein, même pour des histoires de gouvernance ou de comportement mal approprié d'un patron. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu, là, il y a le patron de McDonald's Monde qui s'est fait lourder juste parce qu'il avait eu une histoire avec une de ses employées. Ouais, quelque chose comme ça. Bon, aux États-Unis, ça ne pardonne pas. Je comprends d'un côté. De l'autre côté, je me dis, je ne vois pas en quoi ça joue sur ses compétences. En soi, ce n'est pas lié à ses compétences, mais reste une faute. Voilà, donc chez moi, par exemple, il y a des règles très précises par rapport à ça. Pas question qu'il y ait une relation amoureuse, érotique ou je ne sais pas quoi, dans les niveaux hiérarchiques. Après, les gens, ils passent plus de temps au boulot qu'ailleurs, donc les rencontres, elles se font là aussi. J'ai pas mal de couples dans la maison, mais ils doivent être à des niveaux hiérarchiques équivalents, on va dire. En tout cas, je peux pas avoir un responsable de librairie qui a une histoire avec une de ses libraires, c'est juste pas possible, quoi. Ou une responsable qui a avec un libraire, ou peu importe même. Ça fait partie des règles, quoi, que je m'applique, bien entendu. En fait, je suis le seul à pouvoir coucher avec personne dans cette boîte, c'est terrible, quoi. J'ai mis en place toute une politique de responsabilité sociale et éthique de l'entreprise. Elle doit d'abord être vécue à l'intérieur, sinon c'est du marketing. Combien de gens qui travaillent dans des grosses boîtes, des multinationales, qui ont des beaux rapports là-dessus, puis qui me disent « Non mais attends, les valeurs de l'entreprise, si tu voyais ce qu'on vit au quotidien, c'est juste le contraire. » quoi. Et pour moi, la règle, c'est de dire « Voilà, on ne peut pas forcément faire tout ce qu'on veut, mais on doit faire ce qu'on a promis en tout cas. » Et les engagements qu'on prend, d'abord vis-à-vis des équipes. Ça doit être du sérieux, ça doit être authentique, ça doit être sincère, c'est pas de l'ethical washing, et ça doit être du coup vécu par les équipes en magasin, avec des règles d'équité, de transparence, mais aussi d'égalité salariale, de parité, de respect, en dehors même de la loi, je veux dire. Oui, bien sûr, il y a des lois antidiscrimination. C'est pas la loi qui doit dicter la politique de l'entreprise. L'entreprise doit aller plus loin que ça, avec un certain nombre de règles, pour garantir qu'il n'y a pas de harcèlement, pour garantir qu'il n'y a pas de discrimination, pour garantir que... Voilà, comme je leur dis des fois, alors c'est pas vraiment cynique de ma part, oui, il y a l'égalité salariale chez Payot, parce qu'on utilise un logiciel pour vérifier ça, qui est mis à disposition par la Confédération, on rentre les données et puis on arrive par catégorie à voir s'il y a des écarts de salaire entre hommes et femmes. Puis alors je leur dis, oui, chez Payot, les salaires hommes et femmes sont équivalents, les hommes sont aussi mal payés que les femmes. Voilà, parce que je trouve que nos métiers ne sont pas suffisamment payés, je suis le premier à le reconnaître. Le commerce de détail et la librairie ont des niveaux de salaire qui sont beaucoup trop bas, mais qui sont liés au modèle économique. Et c'est un casse-tête pour moi, parce que je trouve que par rapport à ce qu'on leur demande, au niveau de compétences qu'ils ont, ils mériteraient plus, mais je ne peux clairement pas. Voilà, c'est des questions de moyens derrière et de ressources. Et vous êtes suffisamment payé ? Oui, je trouve. Après, voilà, j'ai jamais travaillé dans l'objectif de gagner de plus en plus d'argent. Je trouve que certains salaires, niveaux de salaire sont indécents. Je gagne bien ma vie, mais j'ai pas l'impression de voler mon argent non plus. Je prends des risques, j'assume des responsabilités. Après, voilà, je vis bien avec ce que j'ai. Vous savez, j'ai vécu longtemps avec peu. Hein. J'ai commencé à gagner ma vie quand je suis arrivé en Suisse, moi. Hein. Donc, voilà, je joue pas au golf. Je fais pas de collection de voitures de luxe. J'achète pas des tableaux. J'aimerais bien. Ça, j'aimerais bien. Si vous voulez m'offrir un truc, je sais pas, un Bruegel. Oui, ça me passer commande, bien sûr. Allez-y. Oui. Mais oui, je gagne correctement ma vie, mais par rapport à d'autres
patron de boîte du même niveau, je pense que je suis plutôt dans la fourchette basse. Mais je m'en fous. Enfin, je veux dire, je vis bien. Et puis ma priorité, elle est pas pour moi. Elle est. Oui, c'est bon, merci. Elle est pour l'entreprise. Voilà. Est-ce que vous prendrez un dessert, un café? Un Ristret, s'il vous plaît. Et un express, alors. Merci. Ristret, il vous faut un shot de caféine? Non, c'est pour économiser l'eau. C'est mon côté écolo, vous voyez. Bien sûr. Vous savez que plus le café est serré, moins il y a de caféine dedans, en réalité. Eh ben oui. Et alors qu'au contraire, quand vous faites un café très long, bah forcément, l'eau a beaucoup plus aller chercher la caféine dans la poudre de café. C'est marrant, hein. Bon, le café, c'est pas votre allié pour tenir les longues journées? Si, je bois beaucoup de café. Beaucoup? C'est quoi beaucoup? Oh, bah, une dizaine le matin à peu près. Ouais, bah, j'ai une machine. C'est pas beaucoup, c'est j'ai une petite énormément. machine à côté de mon bureau. Voilà, c'est pas mal 10 cafés. Je suis pas J'en bois docteur, très mais peu. L'après-midi, 1 ou 2, pas plus. c'est bien, vous êtes raisonnable. Voilà. Mais oui, mais bon. Mais je l'ai fait court. Si je vous laissais carte blanche de faire un tout autre métier, vous iriez vers où? Je pense que si j'avais pu faire des études, je pense que j'aurais bien aimé faire des études d'histoire et de philosophie un peu. Et voilà, je m'intéresse beaucoup à la jonction de ces deux disciplines. Avec l'âge, je remonte dans le temps. Je me suis pas mal intéressé au Moyen-Âge et à la Renaissance ces dernières années. Avant, j'étais beaucoup plus 20e, puis après, je suis remonté au 18e avec la Révolution et tout ça. Et ouais, je suis assez intéressé par tout ça, et puis par la philo en même temps. Et pour moi, les deux sont un peu indissociables. Donc j'aurais bien fait quelque chose dans ce domaine-là. Et puis sinon, j'aurais pu faire, je sais pas moi, plombier zingueur. Je suis très manuel au départ, vous savez. Je passe pour un intello, mais mes premiers métiers... À une époque, je faisais mes meubles moi-même. J'ai plus le temps, j'ai plus l'envie, j'ai plus le matériel. Mais là, dans une des maisons où j'ai habité, j'ai fabriqué mes bibliothèques moi-même avec mes petites mains. Je trouve un peu dommage d'avoir ce clivage-là. On a l'impression que certains manuels ne sont pas capables de réfléchir, ce qui est faux. Puis les intellectuels se font fort de ne pas savoir planter un clou, ce que je trouve débile. Enfin, je pense que c'est bien de savoir un peu tout faire. Et c'est pas parce que je lis et que je vends des livres que je suis pas capable de déboucher un évier, de remplacer une prise ou une ampoule, quoi. Mesdames, messieurs, pour vos travaux, n'hésitez pas à contacter